Donc merci Marianne pour cette présentation. Donc effectivement, je vais parler des sportifs dans le Noticiero ICAIC Latinoamericano en me posant la question de savoir s'il y a une forme de transgression des normes de genre dans la manière dont elles sont représentées. Donc je vais d'abord présenter brièvement le Noticiero ICAIC Latinoamericano puisque c'est quelque chose d'assez particulier et spécifique. Donc en fait c'est un corpus d'actualité cinématographique cubain et précisément de la révolution cubaine, puisque donc, c'était les actualités cinématographiques de l'ICAIC. Donc l'ICAIC c'est toujours l'Institut cubain du cinéma, qui a été créé en mars 1959, donc 2 mois après l'arrivée au pouvoir des révolutionnaires à Cuba en janvier 1959. Donc je pense que la date de création de cet institut montre bien l'importance du cinéma pour la révolution cubaine et pour la politique culturelle des révolutionnaires à Cuba. Et donc, pour ce qui est du Noticiero, donc de ce corpus d'actualité cinématographique, il a été créé 1 an plus tard, en 1960. Et le Noticiero a existé jusqu'en 1990, donc pendant 30 ans. Donc le principe c'était comme pour d'autres actualités cinématographiques dans d'autres pays, donc d'avoir une édition hebdomadaire. C'était des éditions d'environ 10 minutes, mais certains numéros spéciaux pouvaient durer jusqu'à 20 minutes, ce qui sur 30 ans nous donne un corpus de 1490 éditions, ce qui représente en tout environ 250 heures de visionnage. Les thèmes abordés étaient d'une grande variété, avec différentes catégories. Donc on peut surtout dégager ce qui relève de l'actualité nationale et ce qui relève plutôt de l'actualité internationale. Pour les actualités nationales, ça pouvait être des sujets plutôt de politique, d'économie, mais aussi des reportages qui montrent les changements dans la vie quotidienne à Cuba grâce à la Révolution. Et pour les sujets internationaux, les relations avec l'URSS, les pays du bloc de l'Est sont un sujet important, mais les relations avec d'autres pays latino-américains et bien sûr avec les États-Unis, les tensions avec les États-Unis sont aussi des sujets importants. Donc faut vraiment se l'imaginer comme un corpus qui va couvrir des thèmes et des aspects vraiment très variés de la politique et de la société à Cuba pendant cette période. La longue durée, donc c'est quelque chose qui a existé pendant 30 ans, le succès populaire du Noticiero font que c'est quelque chose d'important pour comprendre la révolution cubaine et pour comprendre la construction d'un imaginaire révolutionnaire à Cuba. Et donc le Noticiero a été dirigé par Santiago Alvarez, qui est aussi connu pour son œuvre en tant que documentariste. Mais bien sûr, il travaillait avec de nombreux collaborateurs. Sur 30 ans, il y a presque 200 personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Donc, bien sûr, il n'a pas réalisé personnellement toutes les éditions. Donc, d'autres réalisateurs ont travaillé pour le Noticiero, y compris des personnes qui ensuite ont eu leur propre carrière dans le cinéma cubain, comme Fernando Pérez. Et puis, bien sûr, des preneurs de son, des caméramans, des monteurs et des monteuses. Spécifiquement, il y a eu un certain nombre de femmes qui ont été monteuses, mais sinon l'équipe du Noticiero est quand même plutôt masculine. Et donc moi je travaille de manière plus générale sur le documentaire à Cuba dans cette période. Et une des choses qui m'a amenée à m'intéresser spécifiquement au Noticiero ICAIC, c'est le fait que donc, ce corpus a été numérisé et restauré par l'INA en France. Puisqu'il y a eu un accord de collaboration entre l'ICAIC et l'INA à partir de 2012, suite notamment au fait que le Noticiero ait été déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Puisque c'est un corpus qui permet de refléter la mémoire de la révolution cubaine, mais aussi la mémoire des relations avec les autres pays d'Amérique latine dans la période de la guerre froide. Donc c'est un fonds documentaire assez exceptionnel. Ce partenariat entre l'ICAIC et l'INA a aussi amené ma directrice de thèse, Nancy Berthier,
et une autre chercheuse qui travaille à l'Université de la Réunion, Camila Areas, à avoir un projet de recherche collectif en partenariat avec l'INA, donc projet de recherche auquel j'ai été associée. Et donc nous allons publier très prochainement donc, un ouvrage aux éditions de l'INA, qui est donc un ouvrage collectif de recherche sur le noticiel ECAIC, sur l'ensemble des thèmes qui sont abordés, une tentative, c'est difficile d'être exhaustif sur un fond aussi important, mais une tentative d'étude de ce fond, puisque jusqu'à présent c'était quelque chose qui faisait défaut. Parce qu'en fait, avant que ce fonds soit restauré, numérisé par l'INA, c'était quelque chose qui était connu évidemment à Cuba, mais qui était difficile d'accès pour des chercheurs cubains ou pour des chercheurs étrangers, latino-américains ou européens. Et donc il y avait un livre d'entretien avec des techniciens ou des réalisateurs du noticiero, mais il n'y avait pas d'études vraiment à proprement parler du noticiero ECAIC. Voilà, donc on a essayé de remédier à cela. Et donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui est issu donc, de ma participation à cet important projet de recherche. C'est aussi issu de mes travaux pour ma thèse, donc ma thèse qui porte plutôt sur, plus généralement sur le cinéma documentaire et sur la représentation des femmes dans ce cinéma documentaire cubain. Donc je me suis intéressée à la représentation des femmes dans le noticiero ECAIC. Et donc je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce qui intéresse les réalisateurs du noticiero ECAIC, c'est pas nécessairement la condition des femmes à Cuba en tant que telle, c'est plutôt comment inciter les femmes à participer au processus révolutionnaire, à prendre part au processus révolutionnaire. Et les manières de participer qui sont proposées dans le noticiero ECAIC, ça regroupe 3 grands domaines qui correspondent à 3 figures de femmes qui sont mises en avant par le noticiero ECAIC et présentées comme des modèles à suivre. Donc il y a d'une part la figure de la travailleuse, donc la femme qui va, au lieu de se consacrer exclusivement à des activités dans l'espace domestique, qui va travailler dans l'industrie ou dans l'agriculture. Il y a également la voie de l'engagement militaire, puisqu'il y a des milices de femmes qui sont créées à Cuba dans les années 1960, et donc le noticiero ECAIC met aussi beaucoup en avant la figure de la milicienne, et donc présente ça comme une possibilité pour les femmes d'engagement en faveur de la révolution. Et la troisième figure, c'est la sportive. Et donc le sport est aussi présenté comme une manière pour les femmes de prendre part à ce processus révolutionnaire. Et donc c'est sur cette figure-là que je vais m'attarder aujourd'hui, mais j'ai exploré évidemment les autres aspects dans d'autres communications, dans d'autres publications. Donc là sur le PowerPoint, j'ai juste mis une référence d'une édition qui est très intéressante, qui est le numéro 350, puisque en fait elle réunit ces 3 figures dans les différents reportages. Et c'est une édition donc, du 6 mars 1967, donc proche du 8 mars, qui est donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et qui est en général une date pour laquelle le noticiero ECAIC va faire une édition spéciale. Ok, donc ça c'est un graphique qui représente des statistiques pour que vous ayez une idée du nombre de reportages. Donc la question des femmes et du travail est quand même une question assez centrale. Donc pour comparer, j'ai aussi mis un graphique sur les reportages pour les miliciennes, c'est aussi un thème intéressant mais qui apparaît un petit peu moins. Et je voulais surtout montrer, donc par comparaison entre le sport et le travail, le sport est quand même un thème moins important. Ce qui intéresse beaucoup les créateurs du noticiero ECAIC, c'est vraiment d'inciter les femmes à travailler dans l'industrie, dans l'agriculture. Mais le sport est quand même un thème qui apparaît à plusieurs reprises dans différents reportages des années 60 et qui revient un peu dans les années 80. Donc pour ce qui est du sport féminin dans le noticiero ECAIC, c'est les éditions qui traitent de ce sujet-là insistent sur le fait que c'est un changement rendu possible par la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution va démocratiser l'accès au sport et spécifiquement à des sports qui auparavant étaient réservés à une élite comme par exemple l'escrime. Et ça c'est quelque chose qui est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais il y a un enjeu encore plus spécifique pour les femmes parce que ce sont des activités assez novatrices.
c'est quelque chose d'assez nouveau, le fait qu'elles puissent les pratiquer. Ce que j'ai essayé de vous présenter, c'était un extrait du noticiero numéro 32, de janvier 61, donc assez tôt dans la période du noticiero. Et je voulais mettre en avant le commentaire de la voix off auquel vous n'avez sans doute pas pu faire attention avec tous ces problèmes techniques. Donc la voix off qui nous dit « Hoy la revolución ofrece a los deportistas la oportunidad de desarrollar a plenitud sus facultades ». Donc aujourd'hui, la révolution offre aux sportifs la possibilité de développer pleinement leurs facultés. En el pasado, Cuba no podía participar en las competencias internacionales ya que solo minorías privilegiadas podían practicar el deporte en exclusivas sociedades. Donc dans le passé, Cuba ne pouvait pas participer aux compétitions internationales car seules des minorités privilégiées pouvaient pratiquer le sport, dans des clubs privés. Donc, d'une part, il y a vraiment cette opposition entre la société révolutionnaire et la société cubaine d'avant la révolution, avec cette idée de démocratiser l'accès au sport. Et aussi, là, la voix fait un lien entre la pratique du sport en amateur et la pratique professionnelle, qui est quelque chose d'habituel. L'idée, c'est que si la révolution permet une pratique plus générale du sport dans la société cubaine, des athlètes particulièrement doués vont émerger et vont pouvoir représenter Cuba dans des compétitions internationales. Je voulais mettre en avant un autre moment du commentaire, donc la voix off qui dit aussi « Los círculos sociales obreros brindan a los hombres y mujeres del pueblo humilde todas las instalaciones, equipos y técnicos necesarios para el desarrollo masivo del deporte como actividad recreativa y competitiva. » Donc là, on parle de cercles sociaux ouvriers, donc l'idée c'est vraiment d'atteindre les classes les plus défavorisées, qui offrent donc, aux hommes et femmes du peuple toutes les installations, équipements et matériel technique nécessaires pour la pratique massive du sport comme activité récréative et compétitive. Donc il y a toujours les deux aspects, une pratique récréative amateur et la compétition. Donc là j'avais isolé quelques fragments, donc le passage où on voit des femmes pratiquer le sport. Donc on voit une lanceuse de disque, une lanceuse de javelot et l'escrime. Je crois que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que le temps presse. Donc je voulais aussi montrer un petit peu la variété des sports qui sont pratiqués par les femmes dans le noticiero. Donc, on a vu différentes disciplines de l'athlétisme, mais il y a aussi des reportages sur le judo, sur le basket, sur l'escrime, le cyclisme, donc aussi bien des sports collectifs qu'individuels. Donc là j'ai mis quelques extraits de différents reportages dans les années 60. Et le sport est présenté vraiment comme une manière pour les femmes de s'émanciper, avec toujours et ça c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les éditions sur le travail. Il y a cette idée donc, dans les éditions de Noticiero Icaic sur les femmes qu'il faut que les femmes puissent sortir de l'espace du foyer, et le sport c'est une des manières d'avoir un accès pour elles à l'espace public. Mais le sport, donc là je voulais aborder un autre aspect, le sport est aussi une question géopolitique, et ça c'est très clair dans différentes éditions du Noticiero Icaic qui parlent du sport féminin, puisque les athlètes vont participer à différentes compétitions, donc notamment los Juegos Centroamericanos, donc les Jeux centra-américains. Donc il y a tout un enjeu de comment on représente la révolution cubaine à l'extérieur. Donc notamment c'est tout à fait manifeste dans le noticiero numéro 116 de 1962 qui parle des Juegos de América Central y del Caribe, donc les Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe qui ont lieu en 62 à Kingston en Jamaïque. Et donc là il y a une intervention de José Llanusa, qui était le président de l'INDER, donc l'Institut cubain du sport, qui exhorte les athlètes donc, à realizar el mayor esfuerzo, donc, réaliser le plus grand effort, et aussi, et c'est ça qui m'intéresse, à mantenerse firmes frente a las provocaciones, donc à résister aux provocations. Donc on comprend bien, même si le commentaire de la voix off ne va pas le dire explicitement, que la participation de Cuba
à cette compétition internationale n'est pas quelque chose d'évident au vu des tensions, des tensions géopolitiques, du contexte de la guerre froide, des tensions avec les États-Unis. Et donc le fait de participer, le fait que les athlètes cubains prennent part à cette compétition, c'est aussi un enjeu de résistance et de défense de la révolution cubaine dans ce contexte de tension. Et le reportage met en avant les réussites de l'équipe féminine de fleuret, la médaille d'or d'une athlète qui s'appelle Mireia Rodriguez. Et donc le reportage met aussi en avant une autre athlète féminine, Berta Diaz, au 100 longueurs. On a aussi un reportage sur les succès des athlètes, aussi bien femmes que hommes, aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Et je signale aussi, mais je n'aurai pas le temps de m'attarder dessus, le numéro 1085 en 82, qui est carrément une rétrospective de l'ensemble des participations des athlètes cubains dans les Jeux centro-américains et de la Caraïbe. Et donc quelques images du Noticiero 116 avec l'équipe féminine de fleuret et l'équipe féminine d'athlétisme de Cuba. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des éditions spécifiques sur le sport féminin dans sa relation entre Cuba et l'URSS. Donc globalement, les athlètes soviétiques, elles sont vues comme un modèle pour les athlètes cubaines. Le Noticiero ICAI fait l'éloge des structures, du modèle d'entraînement soviétique, donc notamment dans le numéro 1026 de 83. On montre tout le système de sélection, y compris depuis l'enfance, donc une sélection vraiment très précoce des athlètes en Union soviétique, tout le système de préparation d'entraînement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un reportage de 64, donc de 218, qui nous montre le succès à Moscou d'une athlète cubaine qui s'appelle Milena Kovian. Donc j'ai mis une image ici. Et précisément, c'est présenté comme un succès. La voix off insiste sur le fait que sa performance est un succès parce qu'elle bat une athlète soviétique. Donc en fait, même dans ces éditions sur le sport qui pourraient sembler un petit peu loin de toutes ces questions géopolitiques, en fait ces questions géopolitiques sont vraiment très présentes. Et cette relation compliquée de Cuba à l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique est à la fois un modèle à suivre et en même temps il y a régulièrement des tensions entre les révolutionnaires cubains et le gouvernement soviétique selon les époques de la guerre froide. Et donc l'Union soviétique, c'est aussi un modèle parfois à challenger, à dépasser. Un autre aspect du sport dans le Noticiero ICAI, et spécifiquement du sport féminin, c'est le sport comme un instrument de propagande politique et de contrôle de la population. Donc simplement pour présenter, donc c'est un reportage de 62. Donc là, en fait, ce sont les défilés de l'INDEL, donc l'Institut du sport, dans le grand stade de La Havane qui s'appelle el Estadio Latinoamericano. Et ici, le sport, en fait, c'est pas une compétition sportive à proprement parler. On est dans le cadre des commémorations du 26 juillet, donc qui est l'anniversaire de l'assaut de la Casa Moncada, donc qui est une date importante pour la révolution cubaine. Enfin, je fais court, mais une commémoration d'une date importante dans la lutte contre le dictateur Batista. Donc on n'est pas dans une compétition sportive à proprement parler, c'est vraiment un événement commémoratif, donc on commémore une date importante pour la révolution cubaine qui est le 26 juillet. Donc quand même devant 35 000 spectateurs, en présence de Fidel Castro et de Osvaldo Doutricos, qui est à ce moment-là président de la République. Et le sport fait partie de ces commémorations du 26 juillet, et donc on a notamment des femmes qui pratiquent des exercices de gymnastique, et donc le commentaire est clair sur le fait que ce ne sont pas des athlètes professionnels. Donc en fait le commentaire dit donc que ce sont des amas de casa, des femmes au foyer, également on nous parle de las escuelas de superación para empleadas domésticas. Donc ça en fait ça fait référence à une question très précise qui est donc au moment donc dans les années 60 une des nombreuses mesures qui va être prise par le gouvernement, c'est l'abolition du statut de domestique, qui va de pair avec l'interdiction de la prostitution et l'idée que aussi bien les prostituées que les femmes qui travaillent comme domestiques, il faut les rééduquer et leur proposer de pratiquer d'autres emplois.
Ce qui peut paraître peut-être une bonne chose, mais qui en fait est quand même assez ambivalent, parce que ça part du principe que le travail domestique est nécessairement quelque chose d'aliénant, et bon, c'est un sujet complexe. Évidemment, on peut supposer que les personnes qui étaient employées comme domestiques à Cuba avant la Révolution travaillaient dans de très mauvaises conditions. Mais le problème, c'est que tout le présupposé des révolutionnaires cubains dans ces écoles de supération, de dépassement, on pourrait traduire tout le présupposé, c'est que le travail que les femmes font dans l'espace domestique est nécessairement toujours, en toutes circonstances, aliénant. Et notamment que les femmes qui ont travaillé comme domestiques, et c'est pareil pour les prostituées, seront nécessairement des contre-révolutionnaires. Donc il faut les rééduquer. Et notamment, on va les rééduquer par le sport. Et donc voilà, j'ai fait un long détour pour arriver au sport. Mais donc le sport, on l'a vu, c'est évidemment, il y a toutes ces questions autour de la pratique amateur, la pratique professionnelle. Mais en fait, le sport, pour la révolution, pour les révolutionnaires, c'est aussi vraiment un instrument de rééducation, de contrôle de la population, et notamment des populations qui, pour diverses raisons, vont être suspectées d'être contre-révolutionnaires, en fait. Et donc, elles vont faire une suite d'exercices de gymnastique, donc la tabla gimnástica, c'est une suite d'exercices gymnastiques qui est intitulée La mujer cubana sana, orgullo de la Cuba socialista, donc la femme cubaine saine, donc saine en bonne santé, mais on peut penser qu'il y a d'autres connotations morales derrière aussi. Orgullo de la Cuba socialista, donc fierté de la Cuba socialiste. Voilà, après on a aussi des jeunes femmes, et la voix dit donc ce sont vanguardia de nuestra revolution, donc l'avant-garde révolutionnaire. Donc est-ce que j'ai encore le temps d'essayer de passer un extrait, parce que sinon j'ai aussi j'avais isolé quelques photogrammes. Donc les femmes au foyer qui pratiquent des exercices de gymnastique devant 35 000 spectateurs pour les commémorations du 26 juillet. Après les amas de casa, donc les femmes au foyer, on a les alumnos de la secundaria básica, donc c'est plutôt niveau lycée, donc les adolescents qui font également des exercices de gymnastique. Donc là, on est dans ce que je reviens au PowerPoint, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on est dans une pratique du sport qui n'est ni vraiment une pratique amateur récréative comme j'en parlais au début de la présentation. On n'est pas non plus dans une pratique professionnelle. On est dans une instrumentalisation du sport à des fins donc de rééducation physique, mais aussi morale, présentée comme physique mais avec des connotations morales, de certaines catégories de la population qui sont suspectées d'être contre-révolutionnaires. Enfin, même si la voix off ne va jamais dire ça d'une manière aussi explicite, mais c'est ça qu'il y a derrière. Voilà, et je voulais conclure sur une édition du numéro 350 dont je parlais tout à l'heure. Je voulais conclure sur une édition parce qu'elle synthétise un petit peu tout, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de passer un extrait, mais j'ai isolé quelques fragments. Je voulais conclure sur cet extrait parce qu'en fait elle synthétise, elle rassemble un petit peu tout ce que j'ai dit dans la communication. Donc c'est une édition monothématique, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait une grande variété de sujets abordés. Donc la plupart des éditions de Noticiero, c'est vraiment comme un journal télévisé, on passe d'un reportage d'actualité politique à un reportage plutôt sur l'économie, l'agriculture, puis on peut avoir un reportage sur le sport, c'est très varié. Mais il y a des éditions monothématiques, donc, qui vont aborder une seule question, qui vont durer une dizaine de minutes, parfois jusqu'à 20 minutes. Et l'édition numéro 350 est intéressante parce qu'elle ne parle que des femmes, mais sous différentes facettes. Donc là, je vais m'attarder un petit peu plus sur la facette sportive. Mais elle est intéressante parce que la facette sportive dialogue avec les autres questions, donc notamment le travail, l'engagement militaire, y compris l'engagement militaire de femmes dans la guerre du Vietnam, donc d'autres aspects qui sont intéressants et qui sont liés. Et donc là, dans cette édition, on a une championne qui est mise en avant de manière spécifique, qui s'appelle Hilda Ramirez, qui est une championne cubaine, pareil, qui a participé aux Jeux centra-américains. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première partie du reportage, elle rend hommage à Alicia Alonso, qui est une célèbre danseuse cubaine, danseuse de ballet. Et ensuite, c'est seulement après, on la voit s'entraîner, donc sur ces images que vous
vous voyez là. Et dans son discours, elle est consciente de tous les aspects géopolitiques, de la participation à ces compétitions internationales. Donc, notamment, elle dit que les femmes cubaines, alors elle dit, 100% de las mujeres cubanas, donc toutes les femmes cubaines, selon elle, 100% des femmes cubaines, vous pourrez quand même un petit peu en douter, mais elle est très affirmative sur ça. Elle dit donc toutes les femmes cubaines nous pratiquons le sport, donc elle parle un peu de la pratique amateur, elle parle aussi de la pratique professionnelle, donc on voit qu'il y a vraiment un lien. Et elle dit parce que c'est une manière de llevar al frente nuestra revolución. On pourrait traduire par c'est le fait de défendre, mais avec cette idée de front qui a un vocabulaire militaire en fait. Donc elle est tout à fait consciente des aspects géopolitiques de la participation à ces compétitions internationales. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont elle est filmée en extérieur, avec des choix de cadrage qui vont insister sur sa force physique. Donc notamment le plan américain, on voit bien ses cuisses musclées. Le fait également que c'est une athlète noire. De manière générale, les éditions sur le sport sont assez reflètent un peu les diversités raciales de la population cubaine. Enfin, il y a des femmes blanches, il y a des femmes noires, ce qui n'est pas le cas d'autres éditions, notamment les éditions qui parlent plutôt des actrices de cinéma. Là, on a essentiellement des femmes blanches. Donc on dirait, même si c'est jamais abordé explicitement, on dirait que le sport c'est un domaine un petit peu plus neutre où des femmes de différentes catégories, y compris catégories raciales, peuvent participer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect transgression des normes de genre, puisque elle pratique des activités sportives en extérieur qui sont quand même assez en rupture avec des représentations plus traditionnelles de la féminité, qu'on retrouve aussi dans d'autres éditions du Noticiero ICAIC. Évidemment, je ne peux pas faire une présentation sur tout le Noticiero ICAIC, parce que ce serait beaucoup trop vaste. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comparer un petit peu avec d'autres éditions, notamment dans les reportages sur le travail. Quand on parle de femmes qui exercent des nouveaux métiers auxquels qu'elles ne pouvaient pas exercer avant leur vie, donc par exemple les femmes dans la police, il y a toujours des commentaires pour dire oui, mais quand même elles sont féminines, quand même elles sont belles, quand même elles prennent soin de leur apparence. Et ce qui me frappe, c'est dans toutes ces éditions, dans tout ce que j'ai commenté aujourd'hui, et particulièrement dans celle-là, on n'a jamais de commentaires comme ça. Donc l'idée que les femmes pratiquent le sport semble aller de soi. Et on n'a pas de commentaires pour essayer de les mettre en garde sur le fait qu'il faut quand même être belle, qu'il faut quand même prendre soin de son apparence, être séduisante. Ça n'a pas l'air d'être un problème. Alors que vraiment dans d'autres éditions, c'est quelque chose qui notamment les éditions sur le travail, c'est quelque chose qui est assez présent. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai une petite bibliographie sur ces questions-là. Donc, merci beaucoup, Laure. Il y a plein de questions. Moi, j'ai plein de questions. J'imagine que dans la salle, il y a énormément de questions aussi. Donc, on va pouvoir parler de ce que tu as fait. Il y a Véronique qui a une question. C'est ma question très brève, très ponctuelle. Parmi les sports pratiqués par les femmes cubaines, tu as évoqué l'escrime, le saut, etc. Est-ce qu'il y avait du tir à l'arc et du tir au pistolet? C'est une bonne question. Je ne crois pas. Dans le 32, on voit des hommes pratiquer le tir au pistolet. Et dans le 32, il y a une image fugace qui pratique le tir à l'arc. C'est une femme. Donc il y a une image de femme qui pratique le tir à l'arc, mais le tir au pistolet, c'est toujours des hommes, effectivement. Donc il y a quand même c'est sûr qu'il y a quand même une représentée en fait. Oui. Alors, on a vu plutôt les années 60. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà vu jusqu'aux années 70, 80 est-ce qu'il y a un changement de discours? Est-ce qu'il y a un changement de représentation? Oui, en fait, ça c'est un peu une constante. Je ne sais pas si je vais arriver à remonter assez pour voir les statistiques. Ce qui est un peu une constante dans le... Est-ce qu'il va suivre? Oui. Ce qui est un petit peu une constante, c'est qu'on n'a pas trop de reportages sur ces questions-là dans les années 70. Et ça, c'était le cas aussi pour les autres questions thématiques que j'ai étudiées. Et on a à nouveau quelques reportages dans les années 80. Donc, c'est la raison pour laquelle on a surtout vu des éditions des années 60, c'est parce qu'en fait, ce sujet-là est plus présent dans le Noticiero ICAIC dans les années 1960. Ça revient un petit peu dans les années 80. Et
ce qu'on a dans les années 80, en fait, c'est plus des éditions rétrospectives, notamment l'édition que j'ai mentionnée, qui est en fait une rétrospective de la participation des athlètes cubains, donc aussi bien hommes que femmes, c'est pour ça que je ne me suis pas forcément trop attardée dessus, aux Jeux centra-américains et de la Caraïbe. Et le fait qu'il y ait des éditions rétrospectives dans les années 80, c'est quelque chose que j'ai observé aussi pour d'autres sujets. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent dans les années 80 d'avoir ce regard rétrospectif et sur un petit peu les accomplissements, ce que la révolution cubaine a réussi à accomplir. Mais on a moins de reportages. Enfin, je pense que c'est lié au fait que dans les années 60, tout est nouveau en fait. Donc le fait que les femmes pratiquent l'escrime ou le judo, c'est nouveau, donc on fait des reportages dessus. Idem, le fait d'avoir des femmes qui conduisent des bus à Laval, ou d'avoir des femmes qui rentrent dans la police, ou d'avoir des femmes qui travaillent dans le secteur bancaire, c'est nouveau, donc il y a des reportages dessus. Et ensuite, ces questions-là, elles s'étiolent un peu et elles apparaissent moins. Parce que, je peux continuer? Oui, bien sûr. Parce que j'ai l'impression, en regardant, cette esthétique, en fait, c'est aussi pour voir cette esthétique de l'image, c'est, dans ma tête, c'est beaucoup plus lié à tout un discours statique. Par exemple, dans les 30-40, voir ça dans les années 60, avec cette façon, avec cette mise en scène, ça m'envoie, je pense au Brésil bien sûr, tous les discours de Vargas, avec les sports, l'éducation, les femmes en temps d'écoute, à la maison, etc. Mais c'est la même esthétique, sauf que c'était les années 40. Là, on a 20 ans de décalage. Et c'est pour ça que je suis assez curieux pour voir comment ça a été mis en scène dans les années qui se suivent. Mais dans les années 60, par exemple, les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, ils ressemblent beaucoup à ça. Je me souviens de la cérémonie de 68, il me semble que c'était à Munich, je ne suis pas sûre, hein, parce que ça fait longtemps que... Et c'était... Non, 68 c'est Mexico, dans 70 peut-être Munich, dans ces années-là, et ça ressemble beaucoup à ça quand même. 72, 73, je ne sais plus. Et j'en ai vu pas mal des années 60 et aussi dans les années 80, ça change complètement. Parce que ça devient beaucoup plus disco, etc. Mais ça ressemble à ça, ce qu'il y avait. Et moi j'avais une question justement sur l'apparition des femmes noires. Parce que j'ai l'impression que dans le tout premier que tu nous as montré, il n'y avait aucune femme noire. Sauf les Amas de Casa. Oui, mais ça c'est après, c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième. Mais qui sont pas Amas de Casa, c'est les empleadas, non? Oui, je pense que c'est les deux. En fait, vu ce que dit le commentaire de la voix off, c'était peut-être pas très clair dans ma présentation, mais vu ce que dit le commentaire de la voix off, je pense que ça peut être les deux. Est-ce que je vais retrouver Et ça, c'est dans le deuxième extrait que j'ai montré. Qui est de quelle année? De 62. 62, mais le premier, il est antérieur? Oui, le premier c'est le 32, il est de 1961. Le premier c'est vraiment, on est vraiment au tout début du noticiero. Il n'y a aucune femme noire. Non, il n'y en a pas, c'est vrai. Là, dans le commentaire de la voix off, vu ce qu'il dit, de las escuelas de superación para empleadas domésticas, de la escuela instructores revolucionarias y amas de casa, je pense qu'on a aussi bien des femmes au foyer que d'anciennes domestiques qu'on essaie de, entre guillemets, rééduquer, / leur proposer d'autres débouchés professionnels, avec toujours cette ambivalence. Et c'est vraiment la même chose pour les prostituées dans les années 60. Il y a une idée de leur offrir une formation, leur offrir d'autres opportunités, qui est quelque chose qu'on peut voir comme louable. Mais il y a quand même une connotation morale, l'idée qu'il y a une forme de dépravation associée à la prostitution, au travail sexuel, mais aussi au travail domestique en fait. Lucie, c'est vrai qu'au niveau discursif et au niveau de la représentation, il y a tout cet effort pour faire un discours un peu différent. Mais est-ce que tu penses qu'au niveau un peu plus de la mise en scène et au niveau esthétique, il y a des stratégies, des modalités documentaires ou il y a un projet d'esthétique révolutionnaire, pas seulement au discours, mais aussi parce que je pense qu'il y a des choses qui ressemblent un peu à des autres actualités. Il y a une réflexion sur
tout ça? Oui, je pense, mais pas spécialement dans les éditions sur le sport en fait. C'est pour ça que je n'ai pas forcément beaucoup parlé. En fait, il y a vraiment une évolution esthétique du noticiero Ikaik qui fait qu'au tout début, dans les années 60, c'est assez rudimentaire et ça ressemble en fait pas mal au nodo de l'Espagne franquiste. Dans les premières éditions, c'est assez rudimentaire. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a un petit peu plus de recherche esthétique. Et je pense que ça, c'est à mettre en parallèle avec la propre évolution et la carrière de Santiago Álvarez. Et en fait, ce qui est assez intéressant, que je n'ai pas mentionné parce que je suis allée un peu vite, mais Santiago Álvarez, quand il est nommé en 1960 comme directeur, réalisateur principal du noticiero Ikaik par Alfredo Guevara, qui est le directeur de l'Ikaik, il est nommé à ce poste-là sur des bases idéologiques parce que c'est un ancien militant du PSP, du Partido Socialista Popular de Cuba. Et il a déjà une quarantaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une formation idéologique marxiste et un engagement militant antérieur. Mais en fait, il n'a aucune expérience du cinéma, mais vraiment aucune. Enfin, il est peut-être un peu cinéphile, mais il n'a pas de formation. Il a étudié le cinéma nulle part, il n'a pas de formation. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'au début c'est quand même assez rudimentaire et que le noticiero Ikaik reflète aussi l'apprentissage du cinéma et des codes du cinéma, des codes du montage de Santiago Álvarez lui-même, jusqu'à ses réalisations de documentaires les plus abouties et qui sont celles qu'on garde en mémoire. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir tout l'aspect un petit peu plus rudimentaire de sa trajectoire. Donc c'est pour ça que dans les éditions des années 60, il n'y a pas forcément de recherche de projet esthétique à part entière. Je pense qu'il y a aussi des questions techniques. Dans les années 60, il n'y a pas de prise de son directe. Voilà, donc dans les premières éditions qu'on a vues, il n'y a pas de prise de son direct, c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard, au cours des années 60. Et on voit la transition vers le milieu, fin des années 60, vers quelque chose d'un peu plus abouti esthétiquement. Ce qui change aussi, c'est la voix off. Donc là, dans les éditions que j'ai montrées, il y a une voix off très présente, très didactique, qui guide vraiment la compréhension des images. Et ça évolue. La voix off tend à avoir moins d'importance, voire à disparaître presque totalement dans certaines éditions. Et ça va avec l'usage de plus en plus important de la musique et une capacité donc, de Santiago Álvarez lui-même, des autres réalisateurs, à faire passer un message qui est toujours le même message idéologique, qui est toujours aussi franc, aussi propagandiste de mon point de vue, mais à faire passer ce message-là d'une manière peut-être un peu plus habile, en ayant moins recours à la voix off, en ayant plus recours au montage, plus recours à la musique. Juste, il y a quand même des noticieros qui sont extraordinaires du point de vue formel. Et pas sur le sport, donc c'est vrai voilà, pas sur le sport, c'est ça. Pas sur le sport. Mais il avait quand même justement pas d'expérience cinéma, mais si de la musique. Il avait beaucoup, il travaillait avec la musique. Et il y a une recherche formelle incroyable. Mais ce qui est bien dans ce que montre Laure, c'est qu'en fait, ces noticieros les plus connus, ils sont tous avec, moi je travaille avec Nina Simone, Myriam Makeba, etc. Ils sont extraordinaires du point de vue du montage, enfin extraordinaires. Ils sont très intéressants, et puis il y a beaucoup d'humour dans certains, mais en fait la grande majorité des noticieros, et c'est ça qui est bien avec le projet de Lina qui a pu apporter des chercheurs comme Laure, finalement un grand éventail de noticieros. La plupart ils sont quand même plus en nodo que d'une grande diversité. Ouais. Et du point de vue effectivement juste des athlètes noirs, il faut savoir qu'à Cuba, évidemment le racisme et la discrimination raciale ont été officiellement abolis. Donc il est très difficile, d'abord on n'en parle pas, et même on ne reflète pas dans le noticiero. Et je voulais te poser justement la question, il y a une chose dont tu avais parlé, c'était quand même du point de vue, parce que tu dis qu'on monte leurs muscles, etc. Mais il me semble que tu avais aussi mis en lumière quand même un certain regard par rapport au corps des femmes. Oui, mais ça c'est
ça se voit pas dans le sport en fait. Voilà, c'est pas Il y a, dans certaines de mes communications, de mes articles, je me suis intéressée à d'autres éditions où on a un regard qu'on pourrait qualifier de male gaze sur le corps des femmes, où on a des corps de femmes fragmentés, notamment les femmes qui participent au concours de beauté pour élire chaque année ça s'appelle la Estrella del Carnaval, c'est la reine du carnaval de La Havane, où là on a un regard, oui on pourrait dire on a un male gaze sur les corps féminins. Et là, c'est pas du tout présent dans le sport en fait. Et c'est ça qui m'étonne en fait, c'est que l'idée qu'elle participe à ces activités assez physiques, ça semble aller de soi. On n'a pas de commentaires sur ah mais quand même elle reste jolie, qui sont présents là plutôt dans les éditions sur le travail. Et on n'a pas ce, enfin moi j'ai vraiment cherché, on n'a pas ce male gaze dans les éditions sur le sport. C'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes en voix off? Très rarement. Très peu arrivé. Vraiment très rarement. La voix off dans les années 60, c'est Julio Batista, c'est toujours le même commentateur. Et après, des voix off qui commentent l'actualité, ça va toujours être une voix off masculine. Et j'ai en tête quelques éditions où on a une voix off féminine, notamment une édition, là c'est sur le travail, c'est pour ça que j'ai pas abordé ça aujourd'hui, où c'est un dialogue qui est mis en scène entre une voix off masculine et une voix off féminine, avec la voix off féminine qui parle des avancées de la révolution pour les femmes dans le domaine du travail, de la participation des femmes à différentes activités dans l'industrie et dans l'agriculture. Et la voix off masculine qui dit, en gros, son discours c'est un peu qui va garder les enfants. Et comment c'est possible, et elle dit carrément eres un hombre de las cuevas. Donc on a cette espèce de dialogue d'opposition entre une voix off masculine qui représente le passé et la voix féminine qui représente le progrès, la révolution, les conquêtes révolutionnaires. Donc là il y a une voix féminine, mais j'ai l'impression, dans cette édition je pense que c'est vraiment pour pouvoir mettre en scène un dialogue et une opposition, mais une voix féminine j'ai envie de dire neutre, qui pourrait commenter l'actualité de la même manière qu'on a une voix off masculine, ça non, ça n'apparaît pas. Je me posais la question justement parce que ce qui est compliqué, c'est que c'est Santiago Alvarez qui a tout signé, donc c'est difficile de savoir qui a réalisé quoi. Dans la bitácora, ça apparaît. Ouais. Mais est-ce que Sara Gomez, elle a réalisé des noticieros ou participé à la réalisation? Sara Gomez, elle n'a jamais participé au noticiero ICAIC. La seule femme qui a, pour la réalisation, c'est vraiment la seule femme qui a réalisé 2 ou 3 éditions de Noticiero ICAIC, c'est Rebecca Chavez, qui est aussi documentariste, qui travaille aussi beaucoup avec Santiago Alvarez. Et j'ai essayé, quand j'étais à La Havane il y a 3 ans, j'ai essayé désespérément de l'interviewer, elle n'a jamais eu le temps. Je l'ai croisée dans un couloir, on a quand même pu un peu discuter, et je lui ai dit, mais quand même, pour moi, ça m'intéresserait beaucoup de discuter avec vous, parce que vous êtes la seule femme à avoir réalisé des noticieros dans ce fond qui est quand même monumental pour la culture cubaine. Et elle m'a répondu, non, mais je ne me considérais pas comme réalisatrice du Noticiero ICAIC, j'étais juste une collaboratrice de Santiago Alvarez. Je l'ai remplacée pour quelques éditions où il n'était pas disponible, mais c'est tout. Et sinon, des femmes qui ont contribué au noticiero, c'est surtout des monteuses, donc notamment Miriam Talavera, qui était une monteuse assez importante pour tout le cinéma cubain de la période. Mais les preneurs de son, les caméramans, c'était des hommes. Éventuellement, l'assistante participative pouvait être une femme, mais pour la réalisation, la seule. Elle a fait des reportages. Sara Gomez, elle a fait des documentaires, elle a fait la série didactique qui s'appelait l'Encyclopédia Popular. Ses premières réalisations, c'est pour l'encyclopédie populaire de l'ICAIC. Et après, elle a eu ses propres projets, mais elle n'a pas collaboré au Noticiero ICAIC. Très masculin. Oui, vraiment, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est intéressant parce que l'abolition des employés de maison, j'ai l'impression quand même que tout le discours de la Révolution, c'est quand même que les femmes doivent travailler. C'est vraiment important pour la Révolution, mais elles doivent aussi quand même s'occuper de leur maison. Parce que dans Lufia, par exemple, le film d'Umberto Solas, c'est vraiment ça. Donc il n'y a pas, même s'il y a ces réflexions quelquefois un peu drôles dont tu parlais, là en réalité c'est ça. Merci beaucoup. Merci.